Bonjour à tous et bienvenue. Après l'annonce des résultats du baccalauréat 2023, ce sont des centaines de milliers de bacheliers qui s'interrogent sur leur avenir universitaire et professionnel. On vous donne des pistes de réflexion dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Comment bien s'orienter après le bac? Les réponses d'Ahmed Traoré. Le baccalauréat ou bac est souvent vu comme un sésame vers la liberté. L'affirmation de soi, le début d'un nouveau chapitre important de sa vie. Ceux qui n'ont pas cru en moi, mais voilà, ils sont admis. Mais parfois, après une dizaine d'années passées sur les bancs à rêver de sa réussite au bac, il arrive que le bachelier soit complètement désorienté. Une fois le précieux diplôme en poche. Comment s'orienter après le bac? Étape 1. Se préparer bien avant la classe terminale. Effectivement, il est essentiel de commencer à penser son orientation après le bac, bien avant d'être en classe de terminale. Se préparer ne signifie pas décider tout de suite et maintenant, mais tout au moins rassembler des informations utiles, être attentif à soi-même et à son environnement. Étape 2. Faire un point de ses compétences personnelles. Les compétences personnelles qui englobent les qualités humaines peuvent conduire naturellement vers un choix d'orientation dans un secteur donné. Il est donc important pour l'élève d'apprendre à se connaître et de pouvoir identifier les qualités qui lui correspondent. L'entourage et les encadreurs peuvent être d'une aide précieuse dans cette tâche. Étape 3. S'informer. Pour bien s'informer, l'élève devrait capitaliser sur plusieurs sources dont l'incontournable Internet. Il est également opportun de participer aux jours des carrières ou orientations organisées au sein des établissements scolaires. Dans cette quête d'information, les points clés à examiner sont les suivants. Le choix des écoles sur place ou à l'étranger, la durée de la formation, le coût de la formation, les débouchés. Étape 4. Se donner un temps de réflexion. Après avoir fait le point de ses compétences personnelles et collecté le maximum d'informations, il faudrait prendre le temps de formuler son projet d'études en évitant de fonctionner au coup de cœur. À cette étape, l'élève doit faire preuve de bon sens et de pragmatisme pour retenir les options de formation qui lui correspondent, mais qui d'une part lui sont accessibles et d'autre part offrent également de réels débouchés sur le marché du travail. Les bacheliers ne savent pas toujours quelles sont les filières à choisir pour poursuivre leurs études supérieures. Il manque parfois d'informations sur les universités ou grandes écoles ivoiriennes. Alors comment choisir sa filière et pour quelles raisons? Pour parler de l'orientation après le bac en Côte d'Ivoire, je reçois M. Abdou Maïga, directeur des systèmes d'information de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Professeur Abou Fofana, directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Yeo Kama Bernard, expert en orientation. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer avec vous directement. Comment se prépare l'orientation après le bac? L'orientation après le bac, il faut dire que en temps normal, comme on l'a vu dans l'élément de reportage, l'orientation, c'est quelque chose qui se prépare depuis la classe de seconde. Il faut déjà commencer par élaborer un projet d'études. Il faut évaluer les compétences personnelles. Il faut aller à la recherche des informations sur les types de bac qui pourraient conduire à la réalisation de votre projet. Parce que, bien entendu, quand vous voulez devenir un ingénieur en bâtiment, il faut quand même faire un bac qui va avec. Pour quelqu'un qui fait une série A, il ne dira pas que je veux devenir ingénieur en bâtiment. Ce serait très difficile. Donc, il faut dire que l'ensemble des informations doivent se rechercher depuis la classe de seconde. Et en terminale, après le bac, quand Dieu fait grâce que ça a marché, en ce moment, vous savez plus ou moins dans quelle direction s'orienter. Alors, autre question concernant l'orientation. Où doit-on et à qui doit-on s'adresser quand on s'interroge sur son orientation future? Il y a différents recours qu'on peut faire. Voilà, il y a d'abord avec les parents. Voilà, il faut s'informer avec les parents quand ils sont lettrés. Il y a également dans les établissements des conseillers d'orientation qui sont là, qui sont mis à la disposition des enfants, à qui les enfants peuvent aller poser des questions quand ils ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Maintenant, après le bac, quand vous voulez faire des choix, je crois que
l'institution la mieux placée ou ceux qui sont mieux placés pour donner des informations, il faut se référer, n'est-ce pas, au ministère de l'Enseignement supérieur qui, eux, par moment, mettent, je dirais, des guides qu'on appelle le guide de l'orientation. Voilà. Donc, à travers, ou dans le guide de l'orientation, on peut plus ou moins voir ou avoir les informations dont on a besoin pour... Et quels sont les délais pour se décider? Il n'y a pas de délai prédéfini. Voilà. Mais toutefois que vous avez les résultats du bac, c'est à vous de savoir que vous avez un choix à faire très bientôt. Donc, vous prenez vos dispositions et vous allez vers l'information. Mais le plus tôt serait toujours le mieux. On a eu les résultats du bac ce lundi, avec un taux de réussite au bac 2023 de 32,09%. Ces résultats sont-ils satisfaisants selon vous? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que dans une certaine mesure, les résultats reflètent le niveau de nos enfants. Donc, je dirais que c'est un résultat qualitatif. Maintenant, en termes de résultats quantitatifs, on dira non. Non, parce que le taux, il est en deçà de la moyenne. 32,9, c'est en deçà de la moyenne, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a une petite amélioration comparativement à l'année dernière, où c'était de 30 quelques poussières. Alors, messieurs, vous représentez ce ministère qui a la charge, la lourde responsabilité d'aider tous ces bacheliers à intégrer des établissements d'études supérieures. Déjà, il y a différents types de bacs, lesquels? Alors, merci bien, Madame Didier. Alors, il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, on a environ 16 séries de bacs. 16 séries de bacs qu'on peut catégoriser en 3 grandes catégories. Il y a le bac général, le bac technique et puis il y a le bac artistique. Donc, voici un peu la cartographie des bacs. Et on va en parler, sur notre plateforme, on présente ces différentes catégories de baccalauréat. La plateforme, c'est quoi? C'est le site internet du ministère? Le site de l'orientation. Alors, vous pouvez le préciser pour ceux qui nous regardent? C'est le site orientationsup.net. On va revenir en détail sur ce site-là, comment faire son choix. Prenons les différents bacs que vous avez classifiés. Par exemple, le bac général, il ressort que sur 307 754 candidats présents, 98 295 ont été déclarés admis. Votre ministère, très honnêtement, est-il prêt à intégrer tous ces nouveaux bacheliers? Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, dans la politique du gouvernement, c'est que le ministère doit orienter tous les bacheliers. Donc, tous ceux qui ont un bac en Côte d'Ivoire sont pris en charge, s'ils le désirent, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et à ce niveau, il faut saluer le travail qui est fait par notre ministre de tutelle, le professeur Adama Diawara, qui s'est battu, on le verra, pour que le président de la République, les engagements qu'il a pris concernant l'ouverture de certaines universités, les nouvelles universités, soient en train de voir le jour. Il y a quelques années, nous avons ouvert l'université de Mans. La rentrée dernière, nous avons ouvert l'université de San Pedro. Et cette rentrée, on va ouvrir l'université de Bondoukou. Donc tout ceci va permettre donc d'absorber le flux de bacheliers qui vient et qui frappe à notre porte. Alors maintenant, très concrètement, que leur proposez-vous à ceux qui ont passé ce bac général? Alors très bien. À ce niveau, nous avons eu un certain nombre d'universités qui ont déjà ouvert. Et en plus de cela, il y a les grandes écoles qui viennent en appui à ce que propose, ce qui est proposé dans le cadre du ministère, je veux dire, en termes d'université publique. Et donc, tout cela, tout ceci contribue donc à observer donc, le flux de bacheliers qui arrivent donc à l'enseignement supérieur. Mais quand on a un bac général, qu'est-ce qu'on fait? On imagine de longues études. Toutes les possibilités sont ouvertes, s'offrent à nous, quand on est détenteur d'un bac général? Alors, je veux juste faire une petite précision, parce que vous m'avez posé la question si on est prêt à accueillir tous les bacheliers du bac général. Oui, je vais au-delà. On accueille tous les autres. Oui, on va... Voilà, tous les 16 types de bacheliers. On va commencer avec le bac général. Après, on va s'attarder sur le bac technique, puis artistique. Okay. Donc, le bac général. Lorsque j'ai un bac général, c'est que j'ai suivi une formation, on va dire, classique.
qu'est-ce que je peux faire avec ce bac général en termes d'études? Qui peut répondre très concrètement? Allez-y. Avec le bac général, comme le disait tout à l'heure docteur, il y a la possibilité de faire de longues études, comme aller à l'université sur des études universitaires, tout comme il y a la possibilité d'intégrer les grandes écoles. Voilà. Aujourd'hui, le bac général n'est pas forcément fait pour ceux qui veulent faire des longues études. D'accord. Il y a la possibilité de faire des cycles courts, comme il y a la possibilité de faire le long cycle. Voilà. Donc, mais ça ouvre beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités, mais tout à l'heure, le docteur l'a dit, ils vont revenir sur la plateforme en détail, mais pour ce que nous savons, quand vous allez sur la plateforme pour la préinscription en ligne, en fonction du type de bac que vous avez, il y a le type de filière ou le type de formation à l'université que vous pouvez faire. D'accord. Déjà, quand vous n'êtes pas apte à faire une formation, cette formation ne se présentera pas à vous sur la plateforme. D'accord. Donc, la plateforme permet de limiter ou de circonscrire peut-être votre choix personnel. Maintenant, à quel moment, parce que vous nous dites que finalement on peut presque tout faire, mais à quel moment, notamment pour les grandes écoles, interviennent les notes? Est-ce que là aussi, ça peut jouer la moyenne ou les résultats ou les mentions obtenues lors du bac peuvent participer à l'orientation future d'un élève? Si on a un bac général avec mention assez bien, mention très bien, on imagine que les filières qui s'offrent à nous sont différentes. Si nous en tenons aux dispositions qui ont été prises l'année dernière, je crois que ceux qui ont des mentions honorables, la prescription est leur ouverte dans un premier temps, pour qu'ils puissent faire leur choix dans les écoles qu'ils désirent. Et par la suite, viendront ceux qui ont des mentions, les mentions passables et autres. Voilà. Donc, la filière ou l'école que vous choisissez en termes d'université ou de grande école, c'est en fonction de votre moyenne, de votre âge, d'un certain nombre de critères et surtout le nombre de places disponibles. Donc, il ne suffit pas d'avoir eu le bac. Le sésame du bac ne suffit pas. Alors, on va peut-être essayer d'être un peu pédagogique pour les jeunes gens, les nouveaux bacheliers qui nous écoutent. Ce qu'il faut savoir, quand le bac, c'est le premier diplôme universitaire, ça ouvre la porte aux études universitaires. Quand on parle d'études universitaires, ce n'est pas forcément les longues études. Tout ce qui est post-bac. À partir de ce moment, la série de votre bac détermine quel type de formation vous pouvez faire. Donc, si vous avez fait un bac général, il y a un certain nombre de formations que vous pouvez faire qui ne sont pas forcément limitées parce qu'on a des bacs généraux. Même des formations techniques, vous pouvez les faire. Un ingénieur en bâtiment, s'il a un bac général de type bac C ou bac D, il peut être ingénieur en bâtiment. Il va passer par les classes préparatoires. Tout à l'heure, on va parler des différents établissements que nous avons. Ensuite, il va faire le concours des écoles d'ingénieurs. Il va rentrer en école d'ingénieur. Donc, si vous avez votre série de bacs, ça conditionne à peu près les domaines dans lesquels vous pouvez intervenir. Donc, tout à l'heure, le conseiller a dit, si vous avez un bac A, qui est considéré dans le domaine, on va dire, un peu littéraire, vous n'allez pas pouvoir faire un diplôme d'ingénieur en bâtiment ou en sciences et technologies. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont le bac général, qui peuvent faire une filière donnée, je vais prendre une filière qui est beaucoup demandée par les bacheliers, alors la médecine. Pour faire la médecine, il faut avoir soit un bac C ou un bac D. Donc, déjà, quand vous prenez une filière qui vous intéresse... Scientifique, un profil plutôt... Scientifique. Mathématiques, scientifique. Mathématiques, sciences de la vie et de la terre. Ça, c'est bac D. Donc, vous décidez de faire ce bac. Vous n'êtes pas le seul. Il y a plusieurs autres bacheliers qui vont choisir cette formation. Donc, pour faire le choix de la formation au début, la moyenne n'intervient pas. Donc, on va dire qu'à la faculté de médecine, on a par exemple 700 places disponibles. Et il se trouve qu'on a 2000 bacheliers qui veulent faire la médecine. À partir de ce moment, la moyenne va intervenir. Donc, ceux qui ont eu le bac avec la mention, etc., donc vont être privilégiés. On va les classer par ordre de mérite. Les 700 premiers vont être envoyés en médecine. Les autres, ils vont devoir choisir une autre formation. Dans tous les cas, ils vont être orientés. Voilà, ils vont être orientés, bien entendu, tenant compte de la capacité d'accueil des institutions. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà un peu schématiquement comment ça fonctionne. Ça, c'est pour le bac général. Maintenant, on va s'intéresser au bac technique.
Là aussi, il y avait 32 157 candidats présents et 10 601 ont été déclarés admis, ce qui représente un taux de réussite de 32,97%. Là aussi, quelles sont les possibilités de déboucher après un bac technique? Alors, je voulais dire de façon globale que les débouchés sont, comme on l'a dit tout à l'heure, sont en fonction du type de bac. Et en fonction du type de bac, il y a un certain nombre de filières où l'étudiant ou le futur étudiant peut postuler. Et donc, en enseignement supérieur, nous proposons par exemple 8 domaines. 8 domaines de spécialité où on retrouve des domaines où les titulaires des bacs scientifiques peuvent postuler. Et donc, c'est un choix qui s'opère sur la base des informations qu'ils auront glanées ça et là. Ils passent en revue les conditions d'admission dans une filière donnée et ils postulent. Ensuite, l'orientation, le classement que l'étudiant aura par rapport à son positionnement, déjà, permettra et en fonction du nombre de places disponibles aussi. Donc, il pourra être orienté dans cette filière. Je pense que c'est en ce sens que le ministère même de l'enseignement supérieur va organiser très prochainement, du 2 au 4, les journées de l'orientation du bachelier pour permettre donc aux futurs étudiants d'avoir encore plus d'informations sur les différentes possibilités qui leur sont offertes. On va revenir à cet événement, mais là qu'on comprenne bien, bac technique, quel débouché? Bac technique, quel débouché? Comme on le dit, bac technique. Oui. Bac technique, on pense généralement au bac des séries G1, G2, F2, voilà. Et bien d'autres, hein, jusqu'au bac F7. Voilà. Les débouchés, on ne peut pas ici et maintenant dire que, bon, avec un bac technique, voilà ce qu'il y a comme débouché, enfin, comme typique. Les débouchés sont en fonction du type de bac. Si nous prenons un bac technique, comme le bac G2, le bac G2, c'est de la comptabilité que vous faites. Alors, à la fin de votre cycle de formation, que ce soit, enfin, après le bac, vous faites un cycle BTS, mais votre domaine d'activité sera la comptabilité. Vous pouvez être expert comptable selon le niveau ou selon le diplôme que vous allez faire. Et vous prenez bac G1, c'est le secrétariat. Donc, vous voyez que les débouchés pour quelqu'un qui fait un bac G1 et les débouchés pour quelqu'un qui fait un bac G2, ce n'est pas la même chose. Aussi, quelqu'un qui fait un bac F2, qui est l'électronique, ça ne sera pas les mêmes débouchés que quelqu'un qui fait un bac F3. Voilà. Donc, les débouchés sont vraiment fonction des types de bacs. Voilà. Merci de la précision. Allez-y, vous voulez intervenir? Je voulais réagir un peu sur ça pour dire que ce que les jeunes doivent retenir, à l'enseignement supérieur, on ne fait pas la différence entre bac général, bac technique et bac artiste. On ne fait pas de différence. On ouvre des offres de formation, des parcours de formation, et on dit, pour participer à cette formation, il faut avoir un bac E ou C. Tous les bacs sont traités de la même façon. Par exemple, si vous voulez intégrer une école d'ingénieur avec un bac technique, vous pouvez le faire. Ça veut dire qu'avec un bac E ou celui qui a un bac C, les deux peuvent entrer en classe préparatoire, à l'INPHB par exemple. Donc, c'est ces deux bacs-là qui rentrent. Vous voyez que le bac général, le bac D, pour certaines classes préparatoires, MPSI, ce n'est pas pris en considération. Il faut avoir un bac C ou un bac E. Et ensuite, on a la possibilité, après les classes préparatoires, de passer les concours des classes des écoles d'ingénieurs, pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Donc, il faut plutôt se poser la question, quelle est ma série de bacs et quelle formation je vais faire? Et regarder s'il y a une adéquation entre ces deux éléments, tout simplement. Voilà. Le bac G2, ils sont à l'université. Ils peuvent faire les sciences économiques et de gestion. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est un bac technique qu'on ne va pas vous orienter à l'université. Non. Il faut regarder, si vous partez sur la plateforme de l'orientation, quand vous mettez votre série, la plateforme va vous lister toutes les filières possibles que vous pouvez intégrer. À commencer par les filières courtes, les filières longues, les études voilà, au niveau des universités, des grandes écoles, etc. Alors maintenant, le bac artistique. Sur 302 candidats qui sont présentés, 271 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 89,74%.
Là aussi, on a l'impression que c'est une niche. Le bac artistique, ça a l'air quand même très précis. Ça correspond à quoi, généralement? Bon, ça tend à des métiers liés à l'art, mais c'est vaste aussi. Qu'est-ce qu'on entend par bac artistique? Et là aussi, où ça nous mène? Alors, pour ces bacs artistiques, je pense qu'avec l'ouverture de l'université de Bondoukou, ces bacheliers seront véritablement servis. Parce que l'université de Bondoukou va proposer des parcours en art. En art, que ce soit la peinture, la sculpture, la danse, la musique, et tout ça. N'oublions pas, l'université de Bondoukou, c'est une université thématique. Donc cette thématique... C'est pour devenir artiste ou travailler dans le domaine artistique? Dans le domaine artistique, pouvoir même s'auto-employer, hein, à défaut de pouvoir avoir quelque chose. Donc c'est un domaine qui est très pratique. Comme le disaient un de nos professeurs, c'est là où ne chôment que ceux qui ne veulent rien faire. Ah. Sinon, avec un bac artistique et ayant suivi donc une formation artistique, on peut s'auto-employer. Mais est-ce que c'est pas trompeur, parce que surtout par rapport aux jeunes, voilà, ils se disent tout le monde veut devenir un artiste, mais est-ce que là c'est pas plus un peu de l'artisanat que le côté vous voyez, le côté paillettes, strass et paillettes qu'on voit du monde artistique. Bon. Et je connais aucune grande star qui soit passée à l'école des arts pour devenir... je peux me tromper peut-être, allez-y. Ok, plus ou moins, mais comme l'a dit le professeur, quand vous faites un bac artistique, vous pouvez travailler dans la photographie, vous pouvez être designer, vous pouvez être manager culturel. Voilà, donc il y a des choses, en fait, des belles choses qu'on peut découvrir dedans. Vous pouvez travailler dans la céramique, dans le bois. Oui, c'est le côté artisanal aussi, voilà, on entend. La décoration. En tout cas, c'est un ensemble de choses. Mais pas forcément être un artiste chanteur ou... Oui, c'est ça, un acteur, interprète, d'accord. Oui. C'est ce que je voulais préciser. Quand on dit artistique, il ne faut pas que les jeunes pensent que ça pouvait devenir chanteur. Voilà, merci de le préciser. Alors, je vous donne par exemple un aspect. Cette année, à l'université de Bondoukou, on va ouvrir une licence en art visuel, architecture d'intérieur. Donc, c'est une formation très pointue. Il y a l'école d'architecture qui va ouvrir, mais il y a d'autres formations comme la licence en architecture d'intérieur. Donc, c'est des personnes qu'on va former qui vont intervenir sur les bâtiments, faire de la décoration, etc. Donc, quand on dit artistique, c'est pas juste chanter, non. Voilà, vous faites bien de le préciser, voilà, parce qu'on ne va pas induire en erreur tous ces jeunes gens. Mais c'est-à-dire, quand on écoute l'ouverture prochaine de cette école ou cette filière, l'école d'architecture et cette filière de décoration d'intérieur, c'est-à-dire que vous remettez à niveau, ou en tout cas, vous faites une espèce de mise à jour de vos filières en fonction des demandes. On sait qu'à Abidjan, il y a beaucoup de construction. C'est ce qui a influencé ce choix. Vous pensez qu'il y aura des débouchés dans ce secteur, qu'il est prometteur? Oui, absolument. Par exemple, il y a une autre filière qui ouvre, parce qu'à Bondoukou, on a une UFR des sciences des arts, industrie culturelle et communication. Il y aura une licence en journalisme et multimédia. Ah. Voilà. On vous fait un clin d'œil. Un journalisme et multimédia. Donc, ça veut dire qu'on tient compte du mouvement socio-économique pour ouvrir les débouchés. Et également, comme c'est des universités thématiques, comme l'a dit le professeur, on tient compte des potentialités de la région. Donc, tout ce qui est artistique, etc. L'architecture. On sait qu'il y a des maisons qui ont été bâties dans ces régions-là depuis des millénaires, avec des architectures, des technologies, où parfois il fait frais à l'intérieur de la maison, mais construire des matériaux, des villageois. Donc, les chercheurs ont vocation à étudier tout cela pour voir comment on peut améliorer nos constructions aujourd'hui. Tout ce qui est écologie, environnement, va se développer dans cette université. Il y a un autre aussi domaine, on pense à la Cannes qui approche, on pense à tout le milieu de l'hôtellerie, le tourisme. Là aussi, vous avez envisagé des choses, des formations, des filières? Oui, effectivement, ça, c'est pris en compte toujours dans le programme du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a bien voulu que cette université de Bondoukou aussi soit une université thématique.
et l'université de San Pedro. Oui. Alors donc, à l'université de San Pedro, nous avons là-bas une filière en hôtellerie et restauration. En plus de tout ce qui a trait à la construction navale, à tout ce qui a trait donc au métier de la mer, mais nous avons à côté le tourisme et l'hôtellerie. Donc ceci est pris en compte dans la diversification des offres de formation au niveau de l'enseignement supérieur. Alors maintenant, est-ce qu'on doit tenir compte de sa localité? Parce que là, il nous dit San Pedro, formation liée à la mer, à la navigation, maintenant aussi à l'hôtellerie. Est-ce que notre localité peut être déterminant dans notre orientation? C'est-à-dire, peut-être qu'il y aura peut-être plus de débouchés dans tel secteur, selon notre région. On doit en tenir compte? Je dirais oui et non. Oui et non, ça dépend de nos ambitions. D'ailleurs, on a des gens qui quittent ici pour aller étudier en Europe ou ailleurs. Voilà, donc moi je ne pense pas que la localité fait le choix, ou du moins la localité soit un frein dans le choix d'une filière. Non. Cependant, C'est-à-dire qu'on peut être à Abidjan et puis s'inscrire dans des études agricoles, oui, en étant en plein cœur de la ville, oui, et vice-versa. puisque quand on finit, on a la possibilité d'aller travailler ailleurs. Ou si on veut s'installer pour son compte, on peut aller s'installer à l'intérieur si on le désire. On n'est pas obligé de rester à Abidjan. Voilà, donc ça ne doit pas être un frein. Mais ce que je voulais signifier comme frein en ce moment, si vous choisissez une filière qui a cours à San Pedro et que vous n'y avez pas de tuteurs, en ce moment, ça pose un problème. Si vous voulez aller à San Pedro, ça voudrait dire que vous avez pris toutes les dispositions utiles pour pouvoir suivre les cours à San Pedro. Il ne faut pas choisir une filière à San Pedro et au dernier moment, après les orientations, vous serez en train de courir derrière un tuteur, ce qui n'est pas facile à trouver aujourd'hui. Voilà. Donc, Mais je reviens vers le ministère par rapport à l'absorption de ce flux à venir de bacheliers. Là aussi, dans quelles conditions? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils soient accueillis dignement, au-delà des cours dispensés, mais le cadre de vie? Il parlait de tuteurs, des bourses, des logements. Est-ce que tout sera mis à leur disposition, ou il y aura certainement des difficultés? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. On a vu le ministre Adama Diawara sur les cités universitaires intervenir, de faire la pression pour que les opérateurs terminent la rénovation des cités universitaires qui étaient en rénovation. Donc plusieurs lits, plusieurs places ont été libérées pour permettre aux étudiants d'être logés. Donc on prépare l'environnement pour accueillir les apprenants, que ce soit au niveau du corps professoral. On l'a rappelé à plusieurs reprises, la Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays à recruter plus de 600, depuis l'avènement du président Ouattara en tout cas au pouvoir, plus de 600 assistants à l'université chaque année. Donc regardez un peu ce que ça représente en budgétaire. Donc tout ça, ça peut créer les conditions pour accueillir nos jeunes bacheliers qui arrivent à l'enseignement supérieur. Également, on a une diversité d'universités qui s'ouvrent. Et la plupart du temps, quand ces universités sont à l'intérieur du pays ou qui ouvrent nouvellement, on crée les conditions. Pour vous dire par exemple, l'université de Bondoukou ouvre cette année avec 510 apprenants. 510 apprenants qui vont être répartis dans les 5 UFR de cette université et l'école d'architecture et d'urbanisme. Donc on aura 30 apprenants en architecture. Donc vous voyez que à l'université, ce n'est pas que des études théoriques. Voilà. Et 30 apprenants en urbanisme. Mais ces 510 étudiants, comme on est conscient que c'est une université qui ouvre, n'auront pas forcément des tuteurs. Il y a une cité universitaire qui a été préparée. Ils seront tous hébergés en cité universitaire. Donc on peut dire que les conditions sont réunies. Évidemment, on ne pourra pas toujours héberger tout le monde. L'État fait de son mieux. Il appartient aussi aux autres d'aider, que ce soit les parents, les tuteurs, etc., de faire leur part. Voilà ce qu'on peut dire. Sinon, nous, en ce qui nous concerne, à l'enseignement supérieur, on peut dire que nous sommes prêts à accueillir ce flux. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des universités qui ont déjà ouvert leurs portes. Finalement, la rentrée universitaire, elle aura lieu quand? Est-ce que vous avez une date ou en tout cas nous donner un ordre d'idée? Oui, c'est en octobre. En octobre? Oui, on n'a pas le jour octobre, c'est la rentrée universitaire. C'est la rentrée universitaire. En Côte d'Ivoire. Donc, les élèves, en tout cas les bacheliers, actuellement, ont jusqu'à quel délai, jusqu'à quand pour s'inscrire définitivement dans ces universités? Alors, la date butoir? Il y a plusieurs choses. Comme je l'ai dit tantôt,
il y a des écoles qui fonctionnent par concours. Donc, en ce moment, il faut regarder la date limite des dépôts des dossiers pour ces concours. Ça, c'est l'INPHB, les grandes écoles. Les grandes écoles. Mais ça s'adresse, on le précise, à ceux qui ont des moyennes. C'est un concours. Des bonnes moyennes. Oui, des bonnes moyennes, mais après, c'est un concours. Un D'accord. concours, ça veut dire que tous ceux qui vont postuler, on va regarder le nombre de places disponibles versus le nombre de postulants. On prend les meilleurs. Et tout le monde peut y prétendre. Oui, tout le monde peut y prétendre. Il n'y a pas de limitation. La seule limitation, c'est la série. Attendez. Peu importe la série, peu importe la moyenne, on peut tous prétendre à passer le concours d'entrée à l'INPHB. Attention, Ah, soyons précis. le concours d'entrée à l'INP, il y a plusieurs concours. Pour chaque concours, il y a une condition des séries. Comme j'ai dit, la série prépare au domaine de formation que vous voulez faire. Donc, si vous avez la série qu'il faut, vous pouvez postuler. Même si vous avez eu le bac avec 200 points, vous avez été repêché, vous pouvez postuler au concours. D'accord. Voilà. Après, la commission fait le classement, c'est un concours. Si vous êtes les seuls à avoir participé à ce concours-là, bon, ce sera votre chance. Mais c'est sûr que c'est quand même très sélectif, l'INPHB. Voilà, ça, il faut se dire la vérité. Pour les jeunes qui nous regardent, il faut avoir quand même un certain niveau de moyenne au bac pour postuler. Mais ça n'empêche pas, il n'y a pas de blocage à l'entrée pour concourir. Donc ça, c'est les écoles avec concours. Et puis après, on a les universités publiques et privées, parce que l'État aussi oriente dans les universités privées, on va en parler. Et il y a les grandes écoles privées, donc différentes des style l'INPHB, mais qui forment aux études de courte durée le brevet des techniciens supérieurs. Pour ce type de formation... Ça, c'est le BTS. Ça, c'est le BTS. Donc, pour faire un BTS dans les universités, dans les grandes écoles privées, une licence professionnelle dans les universités privées, ou bien une licence à l'université, dans les 8 universités publiques que nous avons, les bacheliers auront entre le 5 août et le 31 août pour faire leur choix. Donc, on répète les dates du 5 au 31 août, c'est la période pour faire leur choix. Et ça s'est fait en ligne sur le site de l'orientation, orientationsup.net. Et sur ce même site, ils auront toute la documentation qui va leur permettre d'opérer leur choix. Également, avant de commencer ce processus le 5, le ministère lance les journaux d'orientation du bachelier du 2 au 4, dont parlait le professeur. On va revenir là-dessus. Pour permettre aux étudiants d'être au contact des professionnels de l'orientation, au contact des établissements. D'accord ? Chaque université sera représentée avec son personnel pour expliquer concrètement quelle formation aboutit à quoi. Donc, c'est le lieu de les inviter à venir s'informer. Donc, du 2 au 4 août prochain, toutes les universités... seront à l'université de Cocody. Alors, toutes les universités seront représentées à l'université de Cocody pour parler des offres filières dans leurs établissements. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'ouvrent les universités publiques ? Ça, c'est les universités publiques. Non, vous parlez de privées, de grandes écoles. Université privée. D'accord. Donc, du 5 au 31 août, l'inscription, c'est valable pour tous ces établissements. Voilà. À part les grandes écoles qui ont des concours. Voilà. D'accord. Tous les autres, c'est du 5 au 31. D'accord. Donc, là, actuellement, finalement, on prend un bachelier qui, lundi, a eu ses résultats, ça a été validé. Et, il doit faire quoi, là, exactement, actuellement ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Comment il prépare cette rentrée ? Préparer la rentrée, c'est un processus qui va commencer avec l'analyse de soi-même, ses compétences personnelles. C'est vrai, vous avez eu un bac d'une certaine série, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez ou qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez ? D'abord la capacité, avant le désir. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? En fonction de ce que vous pouvez faire, vous allez chercher les informations. Vous allez chercher les informations qui vont, en fonction de votre type de bac, qui vont avec vos aptitudes. Voilà. Donc, vous recherchez toutes les universités qui offrent le type de formation que vous voulez faire ou que vous pouvez faire. Quand vous trouvez ces universités, maintenant, il faut s'asseoir et réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, si vous intégrez une grande école privée, il y a une scolarité à payer. Enfin, je veux dire, il y a un droit d'inscription, pas une scolarité. Quand vous êtes orienté, l'État paye. Il y a un droit d'inscription à payer.
Mais il se trouve que certaines familles sont dans une situation financière, bon, je ne dirais pas délétère, mais bon, voilà, une situation financière difficile. Alors, il faut regarder sa situation familiale. Vous adaptez le portefeuille de la famille au niveau du prix de l'inscription des établissements. Mais ça limite les ambitions, là. Si je suis issu d'une famille, comme vous dites, en difficulté ou dans une situation de précarité, que je suis un bon élève et que j'aspire à faire de grandes études pour occuper de hautes responsabilités, je dois voir mes rêves... Enfin, non, pas forcément. Voir à rabais ces ambitions. Pas forcément. Moi, je me dis que quand on se connaît, on sait quel chemin choisir ou emprunter pour arriver là où on veut y aller. C'est important. Aujourd'hui, dans le système de formation ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez commencer par un cycle court. Je prends le cas de quelqu'un qui fait un BTS. Peut-être ma famille n'a pas assez de moyens. Moi, je décide de faire un BTS. Le BTS en 2 ans. J'ai fini de faire les 2 années de BTS. Je cherche de quoi faire. Quand je trouve de quoi faire, par la suite, je peux moi-même assurer mes études. Je peux aller faire une équivalence. Si je veux intégrer l'université, je peux faire une équivalence entre à l'université. Et je fais mes études, enfin, mon cycle long, pour arriver là où je vais arriver. Donc, c'est une question d'organisation. Aller loin dans les études, c'est permis à tout le monde. Mais le reste, c'est une question d'organisation. Voilà. Donc, celui qui veut intégrer une école, il faut prendre les informations sur l'école. Parce que si vous n'avez pas les informations sur l'école, vous allez choisir une école et au dernier moment, vous serez bloqué par les frais d'inscription. Et si vous n'y prenez garde, vous risquez de rester à la maison. Ça coûte combien à peu près? J'ai pas eu la chance de faire mes études dans notre beau pays. Ça revient à combien des frais de scolarité en université? Une première année de droit ou autre? Déjà, avant de répondre à cette question, un conseil qui, peut-être que c'est un peu tard pour ceux qui viennent d'avoir le bac, mais pour ceux qui sont en seconde, on a dit que ça se prépare depuis la seconde. Quand on est d'une famille modeste et qu'on veut aller loin, on se donne les moyens, pas financiers parce qu'on ne l'a pas, mais on a du temps pour étudier. Qu'on se dise que les modèles, ce n'est pas forcément ceux qui se présentent sur les réseaux sociaux. On fait un break, on s'adresse aux jeunes, on se coupe des réseaux sociaux et notre cahier, notre livre devient notre compagnon pour nous sortir de cette condition sociale. Et à partir de ce moment, si vous avez le bac avec la mention, assez bien ou bien, vous pouvez entrer à l'INPHB, vous faire un diplôme d'ingénieur et même faire un doctorat, parce qu'ils ont une école doctorale là-bas. Et durant toute cette formation, vous avez la bourse, vous êtes logé par l'État, vous êtes nourri par l'État et vous avez un peu d'argent de poche. Donc, ça veut dire que l'État, le gouvernement fait en sorte que le statut social ne soit pas un frein au projet des jeunes. Bien entendu, là, on parle des jeunes qui sont ambitieux, d'accord, qui prennent pour modèle pas ceux qui font des choses sur Internet, non, qui prennent des modèles sur des gens qui ont réussi à partir du travail. Ça, c'est important. Une fois qu'on a dit ça, les études pour ce genre de profil, ça coûte quasiment 0 franc. Parce que là, vous arrivez à l'INPHB, vous avez la bourse, vous êtes bien logé, vous habitez à l'intérieur du campus, donc c'est des avantages énormes. Ensuite, dans les universités, les études, ça coûte, les frais d'inscription dans les universités publiques, pour les licences, c'est 30 000 francs. C'est quand même abordable. Parce que c'est subventionné par le gouvernement. C'est 30 000 francs pour les Ivoiriens, bien entendu, parce que le tarif il change en fonction de la nationalité. Mais pour les Ivoiriens, c'est 30 000 francs le cycle de licence. 30 000 francs par année sur 3 ans. Vous vous concentrez, vous avez votre licence, vous partez travailler. Si vous voulez continuer au master, c'est 60 000 francs par année sur 2 ans, si vous êtes concentré. Et puis après, quand vous voulez faire le doctorat, c'est 90 000 francs par année sur 3 ans au moins, hein, parfois 4. Ça dépend de votre niveau d'avancement. Oui, encore sur ces études. Très honnêtement, le bac, à l'issue du bac, on entend parfois, hein, on ne va pas rester longuement dessus, mais je voulais votre regard sur cette fenêtre. Beaucoup de bacheliers ont intégré l'idée qu'après l'obtention du bac, ils iraient à l'étranger, vous le disiez tout à l'heure. Déjà, est-ce que vous, en tant qu'enseignement supérieur, vous trouvez que c'est une mauvaise chose? Ça vous inquiète? Comment vous percevez ça? Que des lycéens, dès la seconde, où les parents se disent « après le bac, tu iras dans tel pays pour finir tes études ». C'est un handicap pour nous,
pour l'enseignement supérieur, de perdre ces jeunes cerveaux? Pas du tout. Non. Pas du tout. On essaie de les préparer de sorte qu'après ces études à l'extérieur, ils puissent effectivement revenir au pays pour servir. Je pense que c'est ce qu'on peut que souhaiter pour ces jeunes-là. Mais sinon, ce n'est pas mauvais que d'aller faire ces études ailleurs, se confronter à d'autres réalités, se baigner dans un autre environnement que ce qu'on a peut-être connu depuis son jeune âge. On entend l'échange, l'apport d'échanges culturels, mais généralement, quand ils y vont, c'est parce qu'ils s'imaginent, à tort ou à raison, que les études seront de meilleure qualité et les diplômes peut-être plus valorisés ou mieux reconnus. Qu'en pensez-vous? Est-ce vrai déjà? C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Il faut être factuel. Si on prend la proportion de nos étudiants qui, après la licence, vont faire le master à l'extérieur, si c'était vrai, ils seraient tous récalés. En général, quand ils arrivent, ils sont majors. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà une bonne formation solide déjà en licence, ici en Côte d'Ivoire avant de partir. Donc, c'est comme si vous preniez, par exemple, des étudiants en France, il y a des étudiants qui quittent la France pour aller étudier au Canada. Il y en a qui quittent le Canada pour aller étudier en France. Est-ce que ça veut dire que c'est de moins bonne qualité? Non, je ne crois pas. Je pense que chacun se sent peut-être mieux quelque part, ou veut tenter une nouvelle expérience par rapport à tel ou tel pays. Chacun est libre de le faire. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas un sujet qui nous préoccupe en tant que tel, parce qu'ils sont une minorité. Ils sont combien? Oui, ils sont une minorité. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est vraiment une minorité. Chaque année, ils sont peu nombreux, ceux qui décident d'aller poursuivre les études supérieures à l'étranger? Ils sont très peu nombreux, puisque quand on regarde la proportion de bacheliers qu'on oriente, qui frappent à nos portes, c'est largement au-dessus de ce à quoi on s'attend. D'accord? Donc l'année dernière, par exemple, on a eu plus de 80 000 bacheliers qui sont rentrés dans le dispositif. Sur à peu près 100 000 et quelques. Donc c'est plus de 80% qui restent ici. Et les 20% restants, en général, vous avez beaucoup de candidats libres, des personnes qui sont déjà en fonction. Comme l'a rappelé le conseiller, on peut décider de travailler avec le BPC, par exemple. Il y avait à l'époque des concours qu'on passait avec le BPC. Et par la suite, passer le bac. Et avec le bac, on peut gravir les échelons. Donc ceux-là qui sont déjà en fonction ne viendront pas forcément à l'orientation. Voilà, ils sont déjà en poste. Mais quand il y a une promotion en interne qui nécessite le niveau bac, ils peuvent ajouter leur diplôme du bac. Mais donc c'est une idée reçue que l'on a de... Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous conseillez à ces élèves ou parents d'élèves qui viennent vous voir en vous disant, de toute façon, après son bac, il va en France, il ira en Belgique, il ira aux États-Unis, il ne sera pas là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous leur proposez de continuer dans cette voie ou vous essayez de les motiver à prendre pour bénéficier de l'enseignement national? Moi, je crois qu'il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en ce sens qu'ils vont pour acquérir d'autres expériences. D'autres expériences, d'une façon ou d'une autre. Ils reviendront un jour. Quand ils reviendront, ils feront un partage d'expérience. Et ça nous profite à nous aussi. Voilà, donc il n'y a pas de mal en cela. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un parent décide que son enfant aille à l'extérieur, c'est certainement en fonction du projet, d'un projet qu'il a pour son enfant. Ce n'est pas forcément parce que la qualité de la formation ici est mauvaise. Oui, mais vous conviendrez, excusez-moi, que vous avez donné un très bon exemple. C'est vrai qu'il y a des échanges entre les établissements français, canadiens, peut-être américains, mais c'est rare qu'on entende des Européens ou des Américains dire, après le bac, tirant à Abidjan, bénéficier des écoles supérieures. Et pourtant, ça existe. À vous de nous le démontrer. On a l'impression que ça va plus dans un sens que dans l'autre. Après, c'est peut-être une vue de l'esprit. Pour moi, comme on appelle ça, dans le mois d'avril, moi j'ai été dans un pays étranger. Et là-bas, ils ont décidé de faire venir aussi bien des enseignants que des étudiants qui vont venir apprendre non seulement la langue française, mais aussi apprendre la culture africaine. Voilà. Alors, j'ai dit ça parce que, regardez par exemple, aujourd'hui, plusieurs États ont signé des conventions avec nous pour venir former leurs ingénieurs à l'INPHB. Et il y a des Français qui viennent aussi à l'INPHB, que ce soit des étudiants ou des enseignants. On fait des échanges dans les deux sens. Donc, à mon avis, c'est vraiment une vue de l'esprit de penser que la formation est de meilleure qualité là-bas par rapport à ici. Moi, j'ai enseigné au Canada. Okay? Ici, vous avez des écoles, des grandes écoles, qui ont essayé de copier un peu le système américain, où j'enseigne également, mais où les étudiants, quand ils finissent,
les unités d'enseignement qu'ils capitalisent sont reconnues directement par les universités américaines. Mais c'est nous qui enseignons, c'est nous qui dispensons ce savoir. Donc, le savoir reste le savoir. Le savoir n'a pas de nationalité, il n'y a pas de frontières. Tout est une question, comme l'a dit le conseiller, d'un projet clair. Il ne faut pas dire, parce que tout le monde va au Canada ou en France, moi je vais y aller. Mais pourquoi ? Il faut avoir un projet qui est clair. Sachant qu'on a des parcours brillantissimes, on ne va pas les citer ici pour ne pas faire de concurrence entre les uns et les autres, mais on a des parcours admirables, vraiment, dans ce pays. Des purs produits ivoiriens, généralement. Absolument. Ça existe. Qui n'ont jamais fait d'études à l'extérieur. C'est ce que nous sommes en train de dire par rapport à l'université de Bondoukou. On aura l'école d'architecture et d'urbanisme, mais c'est une aubaine pour les Ivoiriens. On pourra, sinon, en dehors de cette école-là, c'était le hameau. Les étudiants ivoiriens faisaient le concours pour partir à l'hameau. Mais cette fois, l'État propose aux bacheliers la possibilité d'aller faire des études d'architecture et d'urbanisme. Et là, c'est ouvert à tous les jeunes Ivoiriens qui rempliront les conditions. Mais je crois que ce qu'a dit le docteur, c'est très important. Quelqu'un qui quitte le système ivoirien, qui arrive dans un pays étranger, et puis les majors, ça veut dire quoi? Cela sous-entend que la formation de base est de qualité. Parce que c'est de là qu'il tire, comment on appelle ça, sa force. Si la formation de base n'est pas de qualité, c'est comme le sous-bassement d'une maison. Quand le sous-bassement n'est pas bon, quel que soit ce que vous allez mettre après, ça va s'écrouler. Donc ça veut dire que notre système il est bon. Ils peuvent avoir des raisons personnelles pour aller à l'étranger, pour aller étudier à l'étranger. Là, on ne peut pas condamner quelqu'un pour ça, mais dire que c'est le système qui est mauvais. C'est vrai, c'est une œuvre humaine, et comme on le dit, toute mécanique qui fonctionne produit des déchets. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses à rattraper chez nous, mais ça ne veut pas dire que chez nous... Vous nous dites que nos universités sont de bonne qualité, les cours dispensés aussi sont de bonne qualité, c'est ce que vous nous dites, même si on ne s'attend pas à... Oui, mais entendre le contraire. Oui, non. Mais c'est factuel. Ce que vous voulez dire, que c'est factuel. Voilà, c'est factuel. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, et moi je vais plus loin, pour dire que ceux qui vont à l'étranger ne sont pas les meilleurs, forcément. Oui. Si vous voulez étudier au Canada, c'est à peu près 15 millions ou 20 millions par année. Donc, ce n'est pas les meilleurs. Il peut y avoir des... Les plus riches, vous voulez dire les plus aisés? Ceux qui ont les moyens de leur politique. D'accord? Ils peuvent être bons, mais la condition sine qua non, il faut avoir, déjà même pour avoir le visa, il faut avoir les moyens financiers. Ce qui veut dire que si c'était une course ouverte à la performance, moi j'aurais dit oui, c'est parce qu'on a envoyé les meilleurs là-bas qu'ils sont majors. Mais c'est tout le monde. Les étudiants ivoiriens qui vont là, dans ces pays-là, ils ont des très belles performances. Ce n'est pas forcément les meilleurs de notre dispositif. Ça, c'est la preuve qu'on forme bien. Et surtout, avec notre environnement, quand on prend en compte toutes les difficultés qu'on a, malgré ces difficultés, de voir le résultat qu'on produit, les enseignants sont à féliciter, le personnel administratif et technique est à féliciter. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Oui. Parce que même en France, il y a des grèves dans les universités pour améliorer des choses. Mais comment on juge d'une orientation réussie? C'est quand j'ai des bonnes notes, je suis un très bon élève pendant tout mon parcours estudiantin, ou est-ce parce que je trouve du travail après, ou je gagne un bon salaire? Comment vous savez que vous avez été bien orienté, que votre parcours est finalement le meilleur avec votre profil? Comment on le sait? Et le sait-on un jour? Je sais pas, est-ce qu'on le sait, qu'on a fait une bonne orientation et on a fait le parcours parfait avec son profil? Je dirais oui. Oui, comme on le dit, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est quand on a fini qu'on sait si on a fait... Mais quand on a fini quoi? Le dernier diplôme, j'ai eu mon doctorat, je dois être fier de moi? Ou quand je suis débauché, ma première fiche de paye, elle a un tel niveau, comment on se dit qu'avoir suivi le parcours qu'il fallait? En Côte d'Ivoire, quand on va à l'école, on va pour faire des diplômes, lesquels diplômes doivent nous permettre de travailler. Donc je crois que la finalité de ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, même si ça ne devait pas être ça, mais la finalité, c'est avoir du boulot. Donc celui qui finit et qu'il a un emploi dans son domaine de formation, un emploi qui le satisfait, bien entendu, il dira qu'il a fait une bonne orientation. Voilà. Donc c'est l'insertion professionnelle qui reste la finalité?
Alors, je dirais aussi l'achèvement du diplôme. L'achèvement du diplôme aussi est un indice pour savoir si on a effectivement on a fait un bon choix d'orientation. Parce que nous avons le premier cycle d'université, la licence par exemple. Quelqu'un qui arrive à finir sa licence sans réorientation, parce que là, il arrive aussi que certains, après la première année, se disent « Ah ben tiens, c'était pas ce qu'il me fallait ». Des lettres modernes, par exemple, qui préfèrent repartir en philosophie, en histoire ou géo, ou quelque chose comme ça. Là, en ce moment, on s'est dit « Ah tiens, avec cet élément-là, on peut se dire que l'étudiant était mal orienté ». Oui. Mais quand il arrive à boucler déjà son premier cycle de formation, c'est que c'est une orientation qui est réussie. Après cela, il y a encore une autre étape à faire. Est-ce qu'on va tout de suite sur le marché de l'emploi ou on essaie de continuer les études? Donc, en ce moment, il y a autre critère qui va rentrer en ligne de compte. Mais la réussite, c'est surtout au niveau du cycle de licence. Quand on a un parcours sans faute au niveau de la licence, en ce moment, on peut se dire que l'orientation est réussie. Alors, sachant qu'effectivement, là, on s'adresse priorité aux bacheliers, puisque c'est le sésame pour accéder aux études universitaires, mais ceux qui ont échoué cette année, qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce qu'ils doivent désespérer et se dire que jamais ils ne seront dans les universités ivoiriennes? Non, moi je crois qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Voilà, c'est de transformer leur échec en une réussite. En commençant déjà par se préparer pour la rentrée prochaine, c'est dire enfin, faire déjà un diagnostic de ce qui a été fait ou mal fait et chercher à améliorer cela de sorte qu'à la rentrée prochaine ou au bac prochain, ils soient parmi les admis. Dans la vie, on ne peut pas tout réussir à tout moment. Et il y a des moments d'échec. Et c'était un enseignement, ça. Ça fait partie des enseignements de la vie. Bien entendu. C'est un enseignement universitaire. Il faut se dire qu'à des moments, ça sera bas, il y a des moments, ça sera haut, mais c'est ce qui fait la vie. Justement, parce que j'ai vu ça circuler notamment sur les réseaux, notre bac est particulier. Il y en a un système particulier qui ne tient pas compte du contrôle continu. Là aussi, quand un élève a échoué alors qu'il a été bon toute l'année, comment ne pas le démotiver? Puisqu'il a été bon élève toute l'année, peut-être par rapport au stress, il n'a pas la capacité. C'est aussi une épreuve de savoir se maîtriser, de savoir confiance en soi. Comment on fait de ces élèves-là? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? S'il a échoué, il a échoué. Ouais. Voilà, il n'y a pas de rattrapage après les résultats. Il a échoué. C'est que, comme je l'ai dit, c'est de faire un diagnostic de ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, comment améliorer ce qui n'a pas été bon et chercher à améliorer pour la rentrée prochaine. Voilà. On n'échoue pas forcément parce qu'on est mauvais élève, non. Mais peut-être que certains paramètres ou certaines conditions de l'examen ont fait que, on n'a pas pu donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc il faut en tenir compte et chercher à travailler là-dessus, de sorte qu'à l'examen prochain, on soit à la hauteur. Piste de réflexion ou pas pour votre ministère? Une réforme? C'est pas nous qui faisons la réforme du bac, ça c'est l'éducation nationale. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la Côte d'Ivoire a fait le choix de ce modèle qui fonctionne. On tient compte de l'évaluation, du contrôle continu d'une certaine manière. Parce que dans les conditions du repêchage du bac, on regarde la moyenne obtenue par l'élève durant l'année scolaire. Donc ce qu'on appelle le MGA. C'est la moyenne générale annuelle. Voilà. Donc on en tient compte d'une certaine manière. Après, le bac prépare à la vie universitaire. Donc c'est une forme de preuve. Et dans la vie, ce n'est pas toujours qu'on a 9 mois pour réussir quelque chose. Surtout en situation d'emploi, vous n'êtes pas jugé toujours sur 9 mois. Vous êtes jugé sur l'instant précis. Donc ça, c'est l'enseignement que le bac donne. L'entretien d'embauche déjà. L'entretien d'embauche déjà, voilà. On va pas dire, on va regarder le contrôle continu. Si vous avez flashé, écoutez, c'est au revoir. C'est une épreuve. Voilà, donc on commence à préparer le bachelier déjà à cette réalité de la vie, en lui disant que le bac, c'est sur 3-4 jours. Tu dois te concentrer, tu dois savoir synthétiser ce que tu as appris durant une année. Si tu négliges un chapitre qui est donné à l'examen, c'est sûr que tu peux être un bon élève, mais échouer. En ce moment, tu en tires les leçons. L'année prochaine, tu ne vas pas négliger une matière, un chapitre, et tu vas mieux te préparer. Allez, rapidement. Je voulais très rapidement dire
souhaiter beaucoup de courage à ceux qui ont raté le bac cette année et surtout terminer en paraphrasant cet auteur-là qui dit que notre plus grande gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons. C'est bien dit, ce sera sur ces mots de philosophie pour les futurs étudiants en philosophie que s'achève cette émission. Félicitations aux nouveaux bacheliers, beaucoup de courage aux autres et la vie, c'est une succession d'échecs et de réussites, donc ça va aller. Merci à vous, messieurs. Merci. À la réalisation, Fofana, merci de nous avoir suivis.